Bonjour à toutes et tous. Fragment reçoit Sébastien Etienne, directeur de la salle de spectacle L'Autre Canal. Il évoque son parcours dédié à la culture pour tous, de son enfance ardéchoise où il a découvert et pratiqué la musique sur des scènes alternatives, jusqu'à ses études et sa découverte bouleversante du continent sud-américain. À Nancy depuis 2022, il raconte sa découverte de la ville, son métier prenant et ses futurs projets. Belle écoute! Bonjour Sébastien. Vous êtes originaire d'Ardèche, issu d'une famille modeste dont la culture et notamment la musique n'est pas omniprésente. D'où vous vient cette passion pour la musique? Bonjour, grande question. C'est la psychologie presque. En tout cas, j'ai effectivement, très jeune, eu accès à de la musique dans le cercle familial. Alors vous dites que je suis issu d'une famille modeste, alors c'est effectivement le cas. Et pour autant, dans cette famille-là, eh bien, la musique était présente. Okay. Elle était présente grâce à une petite collection de vinyles, voilà, celle de mes parents, qui ont été des parents jeunes pour moi. Okay. Ils sont de la génération X, du début des années 60. On a 20 ans d'écart. Et ah oui, c'est grâce à eux, finalement, que très jeune, eh bien, j'ai pu mettre sur la platine eh bien, ces disques qui appartenaient à mon père et à ma mère. Parce qu'en effet, sur ce territoire sur lequel j'ai grandi, qui est l'Ardèche, au début des années 80, eh bien, la puissance publique était relativement absente du champ culturel. Il n'y avait pas d'école de musique publique, il n'y avait pas de musée public, il n'y avait pas de salle de concert publique. Et donc l'accès à la culture au travers de structures institutionnelles eh bien, était peu aisé. Et le champ culturel, s'il n'était pas fortement ancré dans la cellule familiale, eh bien, il fallait être assez inventif pour y accéder. Ça a été mon cas, mais plus tardivement. En tout cas, j'ai été fasciné très tôt par, effectivement, ces univers sonores qui étaient à la maison. Et très tôt, mon père m'a appris à mettre les vinyles sur la platine avec une attention extrême au diamant, évidemment. Et donc, j'ai très tôt, finalement, investi, exploré ces disques qui étaient nombreux pour moi, mais avec du recul aujourd'hui, finalement assez peu. Ouais. En tout cas, ils ont été un espace d'exploration, un espace d'aventure en quelque sorte pour moi, dès les premières années. Ok. Il y avait à la fois donc le côté paternel, vous faisiez ça avec votre père, et puis l'objet. Aimer l'objet du vinyle, le CD, la musique qui en sort, il y a un côté presque un peu charnel. Il y a un côté, en tout cas, quand on est jeune, de grande attention. Oui. Voilà, on est sur un objet découverte et puis qui effectivement est plutôt fascinant. Voilà, on est sur un support physique assez grand, assez imposant. Quand on est tout jeune, il faut le manier de manière extrêmement délicate. Voilà, donc je me rappelle en tout cas du soin que j'avais à ces objets-là. Et encore une fois, avec une attention qui était régulièrement rappelée par mon père pour un bon usage de son matériel. Voilà. Tout à fait. Alors, vous êtes mis à la guitare, je crois. Est-ce que vous vous rappelez du premier morceau que vous avez réussi à maîtriser? Je pense que c'est une étape importante pour un jeune guitariste de réussir un accord, une musique qu'on aime. Alors, j'ai eu la chance, effectivement, de pouvoir apprendre la guitare assez jeune. J'avais 9 ans, précisément. Après beaucoup d'insistance auprès de mes parents. C'était leur faute en même temps. Je le disais, il y avait pas dans la famille, il n'y avait pas de pratique artistique, il n'y avait pas de pratique musicale. Voilà, on était plutôt éloigné de ces questions-là. De part et d'autre, le profil était finalement assez similaire. Profil de
de personnes plutôt ancrées dans leur terroir, avec un fort héritage agricole. Les parents de mes parents s'étaient eux-mêmes émancipés en devenant fonctionnaires, et notamment après-guerre en faisant une carrière dans la fonction publique, mais avec encore une fois ce rapport à la terre très très ancré, et tout cela sur une lignée familiale, une histoire familiale remontant à assez loin. Donc la question culturelle, elle était plutôt d'ordre agricole, finalement, plus qu'artistique. Donc pas de pratique, et dans mon entourage proche, les amis d'école, eh bien ça n'existait pas non plus. Moi j'étais, encore une fois, très souvent dans mes pensées, rattachées à ces disques, voilà, que j'écoutais de manière très régulière. Et sur ces disques, la guitare était omniprésente. Alors la guitare électrique, évidemment, et puis la guitare acoustique aussi. Et très tôt, j'ai demandé, dans mes souvenirs, aux alentours de 5 ans, j'ai demandé à faire de la guitare. Et en propos alternatifs, en propositions alternatives, mes parents ont tout fait, je crois. Ils m'ont inscrit au foot, enfin à plein d'activités auxquelles j'ai très peu goûté. Et je revenais comme ça avec insistance. Et puis un jour, ils ont accepté de m'amener à une école de musique la plus proche, qui était gérée par une association. Et il s'est trouvé qu'elle était fermée. On est arrivé devant la porte, elle était fermée. Et sur le chemin du retour, mon père a eu une idée absolument fabuleuse. Il a dit, il me semble que dans un village voisin, il y a une personne indépendante qui donne des cours de guitare. Il en avait entendu parler, on y est allé, il était là. Et j'ai été inscrit ce jour-là auprès de lui de manière totalement alternative. C'était un type qui était très très éloigné de l'institution, qui enseignait par l'oralité, qui expliquait que le solfège ne servait à rien. Bref, et j'ai été très vite mis dans le bain d'une pratique collective. Il donnait des cours globalement à des groupes de 5 à 10 personnes, avec des niveaux extrêmement différenciés. Et voilà, j'ai été plongé dans ce bain-là à l'âge de 9 ans avec un enthousiasme absolument extrême. Voilà, une envie de découvrir l'instrument, découvrir la pratique. Il vous prêtait la guitare du coup alors ? Non, on était allé après l'inscription dans un magasin de musique qui était à Aubenas. Et mes parents m'ont acheté cette guitare qui pour moi était une sorte d'instrument magique, quoi. Le simple fait de la poser contre moi, je m'en souviens encore, de gratter les premières cordes et d'avoir les vibrations. Pour le coup, on était parti sur une guitare à cordes nylon, une guitare acoustique classique, on pourrait dire, et la vibration des cordes dans mon corps, je m'en souviens encore. En fait, c'était une sensation assez exceptionnelle. Et donc très vite, effectivement, j'ai été dans cet apprentissage, et le premier morceau que j'ai réussi à maîtriser, ou plutôt premier morceau pour lequel j'ai eu une fierté dans le fait de le jouer et le sentiment de le maîtriser plutôt bien, c'était Blackbird, qui est un titre des Beatles, qui est sur l'album Blanc, qui est paru en 68, et qui a été composé par McCartney et qui a été enregistré par lui seul. C'est un titre qui est inspiré pour les paroles, en tout cas du combat des Noirs américains pour leurs droits civiques en Amérique, et qui est représenté par l'image d'un merle noir blessé qui se débat pour apprendre à voler. Et la musique, elle est extrêmement simple, c'est un finger picking à la guitare, avec sa voix et ce chant du merle qui était en fond sonore. Et ce fameux prof là dont je parle, ce premier prof, m'a appris dans les premiers titres ce morceau qui était pas simple dans l'apprentissage, mais comme j'avais soif d'aller vite dans mon apprentissage, j'ai été confronté à cette première pièce. Aujourd'hui, je la trouve très facile, mais pour un gamin de 9 ans, pas si simple. Voilà. En tout cas, ça a été très marquant. Et ce titre-là, il faisait partie des vinyles. C'est ce que j'allais vous demander, de mes parents. J'imagine. La boucle était un peu bouclée. Absolument.
Et est-ce que vous jouez encore? Oui, mais alors uniquement pour moi, parce que j'ai beaucoup joué dans divers groupes. Alors, On va y venir après. Sans beaucoup de prétention, mais en tout cas, j'ai une pratique scénique assez importante. J'ai arrêté dans les années 2010 parce que ça demandait trop de temps de pratique pour rester à un niveau suffisamment satisfaisant. Et j'ai fait le choix de garder l'instrument comme comment dire, à l'endroit d'une pratique très personnelle. Voilà. Alors, donc, ma question suivante, c'était, je voulais savoir le nom de votre premier groupe. Je trouve ça toujours très rigolo et intéressant, le nom des premiers groupes de jeunesse. Alors, c'était un nom sans aucun intérêt. Parce que ma première expérience scénique, je l'ai vécue à l'âge de 11 ans. Vous n'avez pas traîné. Ce fameux prof dont je parlais, il a constitué un trio de guitare assez rapidement, et j'en étais. Trio de guitare qu'il a constitué avec 2 de ses élèves. Un qui était bien plus âgé que moi et moi-même. Et donc il avait appelé ça très sobrement trio de guitare. C'est pas trop cassé. Ah, je suis déçu. Donc aucun intérêt. Par contre, pour moi, ça a été une façon de découvrir le monde d'une manière absolument exceptionnelle. Parce que pendant 5 ans, eh bien, ce trio de guitare, il a joué considérablement. Alors, toujours en hyper proximité, dans des espaces publics, dans des salles des fêtes, sur des remorques de tracteurs. Ce professeur de guitare dont je parle, qui a beaucoup compté pour moi, c'était un vrai anarchiste. C'était quelqu'un qui passait la moitié de son temps dans les communautés gitanes andalouses à Tarifa, qui est vraiment la dernière ville là, sur le détroit de Gibraltar en Espagne. Et donc, il aimait jouer en tout cas dans les réseaux antiracistes, dans les réseaux antimilitaristes, dans les réseaux écologistes, dans les réseaux humanistes, dans les réseaux communistes aussi, parce que l'histoire faisait qu'en Ardèche, il y avait énormément de communes administrées par les communistes. Donc voilà, on était dans ce bain-là, et on passait d'un endroit à un autre, et du haut de mes 11 ans, eh bien, j'ai eu le sentiment de découvrir le monde. Un monde qui, culturellement, a pu m'amener assez loin, tout en restant sur place. C'est ça, Et ça a été absolument extraordinaire et marquant dans mon parcours. Voilà, ce sentiment du voyage sans partir de chez moi. Grâce à la musique, un peu, quelque part. Et aussi. Grâce, effectivement, à ce prof qui, très tôt, m'a dit celui-là, il avance plutôt vite, et donc je vais le prendre sous mon aile et le faire jouer sur scène avec, encore une fois, un deuxième élève. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'était sans prétention en quelque sorte. Mais ça a été extrêmement déterminant. Et puis après, j'ai changé un peu plus tard de prof. Là, je me suis rapproché d'un autre qui était aussi sur le bassin de vie et qui lui était vraiment spécialiste du finger picking, du finger style. Je parlais tout à l'heure de Blackbird et j'ai appris beaucoup à ses côtés sur cette technique-là, et on a ensuite ensemble eu un duo qui a duré assez longtemps. On a enregistré 2 disques, on a fait beaucoup de compos, voilà. Donc guitare plutôt acoustique. Et que guitare, pas voix. Non, c'était de la guitare instrumentale. Voilà, et donc là, plutôt technique, parce que le finger picking. Peut-être dire ce que c'est que le finger picking. Alors, le finger picking, c'est une technique guitaristique qui a été largement déployé, incarné dans les années 70 et 80 par un guitariste qui s'appelait Marcel Dady, qui était français, et qui lui avait appris de manière autodidacte en écoutant des albums de guitaristes américains, notamment Chet Atkins, Merle Travis, Doc Watson, Jerry Reed, voilà, et qui jouait de cette guitare-là, qui en fait consiste à avoir une base rythmique extrêmement développée avec le pouce, et puis les lignes mélodiques avec les autres doigts. Donc voilà, c'est une sorte de piano à la guitare, qui vient en fait du ragtime, et qui, voilà,
chemin faisant, eh bien, s'est adapté à la guitare et qui a eu ses heures de gloire, on va dire, à ce moment-là. En tout cas, beaucoup de guitaristes folk, acoustiques ont appris de manière autodidacte avec la méthode de Daddy, qui par ailleurs a développé de manière complémentaire au solfège la tablature, la fameuse tablature. Donc on pouvait apprendre assez facilement en étant chez soi et sans professeur. Et ce deuxième prof que j'ai eu là, lui, il avait appris tout seul grâce à la technique de Daddy. Voilà, donc moi j'ai été plongé dans ce bain-là, et là encore avec les ressources locales en quelque sorte, les gens qui étaient autour de moi sur des circuits, je le disais tout à l'heure, très alternatifs, sans être dans une école de musique, sans passer des cycles, et sans faire de solfège, alors jamais solfège, etc. Mais voilà, à l'oreille et finalement avec beaucoup d'empirisme, j'ai pu progresser dans ma pratique, et j'ai pu jouer notamment avec ce prof-là dans beaucoup d'endroits, beaucoup de festivals, très souvent, encore une fois, dédiés à cette musique-là, à ce contexte guitaristique. Bon, j'ai eu après d'autres groupes, mais qui étaient plutôt alimentaires. J'ai en tout cas pris toutes les opportunités que j'ai pu prendre. Vous avez gagné votre vie avec la musique quand même au début. Très tôt. Très tôt. Oui, parce que 11 ans, c'est quand même presque pas très tôt. Non, mais les premiers cachets, ils remontent à l'âge de 15 ans. Voilà, très tôt, parce que mon père m'a dit, alors que je devais avoir 12 ou 13 ans, et que j'étais l'aîné d'une fratrie de 4, il m'a dit que avec le modeste salaire qu'il avait, ma maman ne travaillant pas, eh bien qu'il aurait du mal à subvenir à un parcours d'études ambitieux, et que il était bon que je puisse assez tôt m'émanciper. Ce que j'ai fait. Message très très bien compris, très jeune, et très tôt je me suis dit, allez hop, je vais me débrouiller par moi-même, je ne vais pas dépendre de mes parents pour quoi que ce soit. Et donc la guitare a été aussi pour moi assez jeune, eh bien une façon de, effectivement avoir des premiers cachets, gagner ma vie très modestement évidemment, mais m'acheter mes premiers instruments, mes premiers amplis, voilà, et puis grandir encore une fois à l'endroit où j'étais, dans cette Ardèche du Sud. Et vous avez des nouvelles de ce premier professeur, un peu 68 heures. Il a disparu de la circulation un jour. Je crois qu'il a fait le choix de rejoindre la fameuse communauté gitane dont je parlais, et il a été en rupture avec toutes les personnes avec qui finalement il avait vécu toutes ces années-là, et j'ai appris très récemment qu'il était décédé ce début d'année, voilà, mais en ayant vécu, je crois, pleinement de la musique, et en allant au bout de sa vision du monde, et je crois que même si ça a été une vie très modeste, ça a été une belle et grande vie. Alors, est-ce qu'il y a une chanson, ça va être dur pour vous, ou un album qui vous rappelle votre enfance en Ardèche, en tout cas ces années peut-être avant l'émancipation, avant le départ Pardon de revenir presque à la première question, mais les albums, ce sont ceux précisément qui ont marqué mon enfance. Et je suis incapable de donner un titre ou un album. Par contre, je peux en citer quelques-uns, parce que finalement, encore une fois, ce sont ceux-là qui m'ont permis de grandir, ce sont ceux-là qui m'ont façonné en quelque sorte. Et c'est assez finalement singulier de voir que globalement ils correspondent aux années 70. Il y avait le premier album de Leonard Cohen, années 67, Songs of Leonard Cohen, qui ouvrait avec Suzanne, un titre qui a été extrêmement connu de Cohen. Mais voilà, il y avait ce disque-là, avec une guitare acoustique extrêmement présente. Vous étiez sensible à la guitare alors, parce que les paroles, je ne pense pas que vous les compreniez. Non, c'était la musique qui vous... C'était les sonorités en fait. Quand on découvre, quand on encore une fois, on explore la musique, comme toujours, on est sur des enjeux de sonorité, et les voix, les paroles, évidemment qu'on les comprend pas toujours, surtout quand on est jeune, mais c'est la façon dont la voix rentre en connexion avec les instruments, etc. Donc voilà, en tout cas,
Cohen m'a attiré l'oreille. Il y avait les Beatles, j'en parlais tout à l'heure, l'album blanc qui datait de 68. Il y avait les Doors, Ouais. Morrison Hotel notamment, qui est sorti en 70. Il y avait Paul Simon. Simon seul. Oui, oui, je vois bien que vous Voilà. insistez. Il y avait Eagles, Oui. il y avait l'album Hotel California à la maison, il y avait Ramones, le premier album éponyme, année 76. Il y avait Pink Floyd, plusieurs albums, et il y en avait un qui attirait mon attention, notamment en raison du visuel. C'était l'album Animals. Il y avait ce fameux cochon volant qui était au milieu de quatre tours de cheminée là, qui fumaient. Il y avait Genesis, années 78, avec l'album And Then There Were Three, j'ai un anglais catastrophique. Il y avait The Police, Ouais. évidemment, avec Regatta de Blanc, 79. Il y avait AC/DC. C'est marrant parce que Il y là, avait pour le coup, AC/DC. il y a une rupture un peu dans Il y a une petite rupture esthétique. Highway to Hell, 79. Il y avait David Bowie. Ah oui, on revient à des choses plus Scary classiques. Monsters. Voilà, ça on va dire que c'est toute la musique anglophone. Alors j'allais vous dire, c'est très anglophone. C'est très très Vous avez anglophone. trouvé des artistes Il y avait aussi la scène on va dire de la chanson française. Il y avait Brel, il y avait Ferré, il y avait Barbara, il y avait Ferrat évidemment qui était installé en Oui, Ardèche. qui était à Ardèche. Voilà. Il a fini ses jours, je crois, si alors, je ne m'abuse. Il s'est installé en Ardèche assez jeune, au moment où il a choisi d'arrêter sa carrière. Si je dis pas de bêtises, il avait la quarantaine, 42 ans. Oui, d'accord. Et donc à partir de ce moment-là, il s'est installé en Ardèche. Okay. Et effectivement, il y est mort à 80 ans à peu près. Donc il a fait la moitié de sa vie. Il a fait une très grande partie de sa vie à Entraigues en Ardèche. Voilà. Il y avait Brassens, évidemment. Il y avait les 12 albums de Brassens. Et il y avait Higelin. Ah oui, d'accord. Et notamment l'album Nomadsland qui attirait aussi mon regard du point de vue de sa pochette. Dans cette scène française, les deux artistes que j'écoutais, c'était Brassens et Higelin. Okay. Et il y avait notamment deux titres que je mettais en boucle, que je passais en boucle. C'était le Pornographe de Brassens, parce que la musicalité était assez exceptionnelle, je trouve, et puis il y avait Part d'Higelin, parce que les paroles, pour le coup, là, résonnaient en moi. Je les comprenais pas très peu, et en même temps, je sentais qu'elle résonnait, qu'elle me parlait profondément. Elle disait Part, surtout ne te retourne pas. Part, fais ce que tu dois faire sans moi. Alors après, j'ai compris plus tard que c'était l'histoire d'un homme amoureux qui accepte la liberté d'une femme, vaille que vaille. C'était une sorte de musicalité, je sais pas comment le dire, mais un peu comme un banquet ultime, quoi. Okay. Voilà. Et ces deux titres-là, en tout cas, sur les artistes, encore une fois, de la scène française, je les ai passés je ne sais combien de fois. D'accord. Voilà. Ok, très bien. Alors si on avance un peu, vous parvenez à valider 2 masters, un à Montpellier en gestion des projets culturels et un à Angers sur la direction des projets dans le secteur des musiques actuelles. Alors pas au même moment, on y reviendra après sans doute, mais est-ce qu'il y a des chansons ou des artistes que vous associez à ces deux villes, en souvenir un peu de vos études, aux deux coins opposés de la France? Alors effectivement, en bon souvenir du conseil qu'avait pu me donner mon père, que j'évoquais tout à l'heure dans ma jeunesse, j'ai fait des études des études universitaires alors que je ne souhaitais pas en faire. Je voulais continuer à pratiquer l'instrument. Vous vous destiniez à être musicien? En tout cas, quand j'ai eu mon bac, c'était plutôt le choix que j'aurais fait intuitivement. Okay. Bon, et puis la raison m'a rappelé, et donc j'ai effectivement fait un cursus d'études assez classique, en effet à Montpellier, sur une maîtrise assez généraliste de gestion de projets culturels, à un moment où le secteur culturel se structurait, se professionnalisait, et puis après, un peu plus tard, j'ai fait un Master 2 beaucoup plus spécialisé, en effet à Angers, sur la direction de projets dans le champ des musiques actuelles et amplifiées, notamment
notamment en direction d'établissements dédiés aux musiques actuelles. Ok. Voilà. Donc, ces deux bassins de vie où j'ai pu effectivement grandir dans le parcours post-bac, ils me rappellent énormément de souvenirs d'artistes que j'ai pu découvrir finalement. Oui. Là encore, j'ai continué à voyager dans ces univers sonores multiples. Alors à Montpellier, en réalité, j'étais sur le site universitaire de Nîmes. Okay. Qui est un site distant, mais les deux villes étant voisines, je circulais beaucoup entre Nîmes et Montpellier, et j'ai des souvenirs de concerts en réalité. J'ai des souvenirs d'avoir fréquenté de manière régulière mes premières salles de concert. Okay. Je le disais tout à l'heure, en Ardèche, pas de salle de concert dédiés, équipés. Il y avait des concerts, mais portés par des assos militantes de terrain qui organisaient des concerts dans des conditions, encore une fois, très peu adaptées. Donc là, j'ai le souvenir de rentrer dans des salles de concert avec une programmation régulière. Et donc avec la capacité de revenir autant de fois que d'envie dans ces lieux-là. Et notamment à Victoire 2, à Montpellier. Au Rockstore aussi, mais à Victoire 2. Et je me souviens d'avoir vu Dionysos, d'avoir vu Dominica, d'avoir vu Serge Tessoguet, d'avoir vu Ayton, JMPZ, Mickey 3D, Buncello, Omar Sosa, DC's, bref, plein d'artistes que je ne connaissais pas à ce moment-là. Okay. Voilà. Donc, il y a une forte association de ces saveurs de découverte à Nîmes et à Montpellier, avec à Nîmes un type qui attirait l'attention quand on arrivait sur le territoire, qui avait monté une association qui s'appelait Quand la ville dort, qui s'appelait André Clavel, et qui était un militant mais convaincu de l'intérêt d'avoir des salles de concert sur les territoires, et donc il militait lui pour avoir une SMAC à Nîmes qui n'en était pas dotée. Donc lui il faisait des concerts dans des bars, dans un ancien cinéma qui s'appelait l'Odéon, et là aussi voilà beaucoup de jolis souvenirs dans ces endroits-là. Voilà, et puis bien sûr il y avait la scène montpelliéraine, notamment avec les Shérifs, avec Général Alcazar, avec Marvin, bref, des groupes qui étaient ancrés là, et puis qu'on voyait très régulièrement en concert, en première partie pour les plus émergents, sur les grosses scènes pour les autres. Voilà, donc en tout cas à Montpellier, on est vraiment sur les années d'après-bac. Voilà, beaucoup de sorties à cet endroit. Et puis à Angers, c'est un peu plus tard, je le disais. Là aussi, une autre salle très très importante dans le paysage des SMAC et que j'ai fréquenté, c'est le Shabada, qui avait ouvert un peu plus tard que Victoire 2. Victoire 2, si je dis pas de bêtises, c'est les années 80. Le Shabada, c'est autour des début des années 90-93, je crois. Et là, bien sûr, aussi beaucoup de groupes vus, en fait. Voilà. Souvenir de Zanzile, d'Orange Blossom, de Son of Dave, d'Herman Dune, de Hocus Pocus, de Lofofora, bref, des bassins de vie sur lesquels j'ai pu ouvrir mes oreilles à énormément de choses, en fait, énormément d'esthétique, énormément de courants musicaux, énormément d'artistes, et avec une scène angevine musicale qui était, pour le coup, qui était assez reconnu à l'échelle nationale, avec un groupe comme les Tugs là, qui avait marqué la scène rock des années 80, et puis après bien sûr d'autres groupes des années 80-90, La Ruda, Zanzile, La Phase, les Lojo aussi, qui continuent d'ailleurs d'être dans le paysage, Pony Pony Run Run un peu plus tard. Voilà, donc sentiment d'être à des endroits de bouillonnement, où la créativité dans le champ de la musique était là, en fait. Il suffisait de pousser des portes, d'ouvrir des oreilles, d'aller dans des locaux de répète, c'était là, quoi. Et donc pour moi c'était, là encore une fois j'ai parlé de voyage tout à l'heure, mais c'était une façon de
de voyager, en fait. Oui, de oui. voyager en étant là où j'étais à ce moment-là. Mais je le vivais comme ça, Oui, en tout ok. cas. Ah, vous faites une belle transition parce que je crois que là, vous voyagez avec la musique et là, vous avez fait un voyage pour de bon entre les deux masters, si je dis pas de bêtises, c'est ça? Tout à fait. Est-ce que vous voulez nous parler de ce voyage Je n'ai jamais eu l'occasion de voyager avec mes parents. Je le disais, famille plutôt modeste, 4 enfants à la maison. Oui. On n'a jamais pris des vacances en famille, véritablement. En tout cas, les vacances, elles étaient dans le fait de visiter d'autres membres de la famille. Donc voilà, en tout cas, l'expérience de partir loin, je l'ai pas eu je l'ai pas eu dans le cercle familial. Je l'ai un peu goûté au collège avec les Oui. voyages qu'on peut avoir dans ce cadre-là. Avec le deuxième prof de guitare dont je parlais, on était parti en Slovaquie en 97, jouer ensemble, mais c'était pas un voyage fruit d'un choix personnel. Oui. Et donc effectivement, après les études et avant de commencer à travailler, j'ai fait le choix de partir loin. Et j'ai pris un planisphère et puis j'ai posé le doigt à un endroit en me disant c'est là que je veux aller. Comme la pub du loto Absolument, ou... Ok. vraiment j'ai fait ça. D'accord, c'est drôle. Alors la première fois je suis tombé en plein océan, donc Bon. j'ai fait un deuxième, j'ai eu droit à un deuxième tour et ça m'a amené au Pérou. Qui était évidemment une partie du monde que je méconnaissais totalement. Donc je prends l'avion pour la première fois en novembre 2000, Vous êtes tenu à ça. Vous n'avez pas 2003. retiré la chance. Je suis parti 1 mois et demi à la découverte de ce continent sud-américain et de ce pays en particulier. Ok. Et là, enfin, ça a été un moment clé dans ma vie parce que évidemment, j'ai découvert d'autres cultures, j'ai découvert d'autres paysages, j'ai découvert d'autres langues, j'ai découvert d'autres histoires de vie, et ça a été une sorte de révélation finalement de cette immensité du monde, quoi. Voilà, moi j'avais vécu dans mes mondes à moi, je le disais, j'ai voyagé beaucoup dans ces cadres-là, mais là ça a été vraiment l'expérience du voyage qui ne m'a plus jamais quitté ensuite, Okay. parce que j'ai voulu revenir sur ce territoire, sur ce continent-là, pour continuer à le découvrir. Et l'année suivante, je me suis retrouvé en Uruguay, puis en Argentine, et jusqu'en 2018, chaque année, j'ai fait des voyages en Amérique du Sud, avec une appétence toute particulière pour l'Argentine. Je crois que j'y suis allé une dizaine de fois. Okay. J'ai d'ailleurs, un peu plus tard, rencontré des artistes pour lesquels j'ai pris du temps d'accompagnement, de montage de tournée. Voilà, ça a été aussi des expériences extrêmement riches, mais en tout cas, l'Argentine en particulier est très présente en moi, y compris encore aujourd'hui. D'accord. Voilà. Donc oui, ça a été un moment, en tout cas, charnière dans ma vie avant de commencer à travailler, extrêmement déterminant. Le hasard a bien choisi. Ça aurait pu être... Votre vie aurait peut-être été bouleversée si c'était tombé sur la Pologne ou... Je me suis laissé porter. Je me suis laissé porter. Je crois que c'était le temps pour moi d'être ouvert à ça. Et certainement que je l'aurais été dans n'importe quel pays du monde. J'étais prêt. Je le disais, je suis souvent venu sur ce continent, mais j'ai aussi pris le temps d'aller voir ailleurs. J'ai fait 2 séjours en Inde, des séjours au Maghreb. Bref, vous voyez, j'ai un bilan carbone absolument désastreux, mais on n'en parlait pas à cette époque. Oui, c'est vrai. Et c'est vrai que les pays d'Amérique latine ont beaucoup en commun avec l'Europe, et en tout cas m'ont parlé, ont résonné en moi. Okay. Alors, il faut bien rentrer, et vous rentrez en Ardèche où vous parvenez à fédérer plusieurs salles éloignées et à créer la première SMAC, vous en avez beaucoup parlé jusque-là, qui veut dire scène de musique actuelle, dans votre département, et vous devenez ensuite directeur de la culture au conseil départemental. Qu'est-ce qu'on ressent quand on dirige la culture, et notamment la musique de son département de naissance, dont vous avez parlé, qui est quand même assez rural et éclaté? Alors, avant d'être directeur de la culture, effectivement, j'ai passé 12 ans à travailler au développement de cette SMAC de territoire. Ça a été un choix
professionnelle, parce que après mon cursus universitaire, j'avais des opportunités plutôt aisées dans des contextes urbains, et j'ai fait le choix de revenir sur ce territoire où finalement j'ai eu la chance de grandir dans le champ de la musique, mais encore une fois avec en explorant, on va dire, la marge, et sans jamais bénéficier directement, en tout cas à mon sens, de structures issues de politiques publiques établies. Voilà. Donc j'ai fait ce choix en me disant, il y a beaucoup à faire à cet endroit-là, et j'aimerais que les jeunes, les générations, en tout cas les jeunes générations et les générations futures, aient davantage de facilité que moi. Voilà. Donc j'ai travaillé à modéliser cette SMAC. Ça a mis du temps, j'y suis resté 12 ans. Je suis rentré dans l'une des structures, la Presqu'île à Annonay, j'ai été administrateur puis directeur, et puis très vite j'ai senti qu'en fait les structures resteraient petites si elles ne se fédéraient pas. Et donc moi j'ai activé un travail effectivement fédératif au travers de 3 structures qui étaient installées sur 3 bassins de vie très distincts du territoire, et on a eu l'outrecuidance de déposer une demande de labellisation effectivement SMAC auprès du ministère de la Culture à un moment où le cahier des missions et des charges ne permettait pas de labelliser un projet de territoire. À l'époque, le cahier des charges reposait sur un triptyque qui était celui d'un lieu, d'une équipe et d'un projet. Et nous, on y était allé avec le culot de dire, écoutez, on vous propose des lieux, une équipe et un projet, mais des lieux. Des lieux. Voilà. Et ça a été validé. Et ça a fait bouger les lignes, et ça a débloqué, je pense, des solutions pour le milieu rural. Et donc, ce qui a été hyper intéressant, ça a été bien sûr de coordonner ces 3 lieux entre eux, de faire en sorte qu'on ait notamment des équipes artistiques qui circulent entre les lieux, d'avoir une vraie cohérence organisationnelle, mais le plus intéressant pour moi, ça a été de travailler les interstices. En clair, d'amener la musique là où elle n'était pas, là où elle n'était que peu aller, certainement parfois pas aller du tout, hors de ces lieux-là, et donc de travailler le hors les murs, le territoire. Et quand j'ai laissé la SMAC 07, eh bien on avait à peu près 80 lieux investis chaque année par le projet. Voilà. Et les élus du département m'ayant vu travailler, ils m'ont proposé eh bien, de postuler à la direction de la culture au département, qui était en 2015 un poste vacant. J'ai postulé, j'ai évidemment passé les divers tours d'entretien, et j'ai été recruté à ce poste-là, qui bien sûr comprenait la musique, le spectacle vivant, mais bien au-delà. Être directeur de la culture d'un département, c'est s'occuper, je le disais, du spectacle vivant, mais aussi des enseignements artistiques, des arts visuels, des patrimoines, de l'archéologie préventive, de la lecture publique, des archives, bref, d'une diversité de sujets, et de beaucoup de sujets que je ne maîtrisais pas, que je ne connaissais pas. Et donc ça a été une expérience absolument passionnante. Mais n'oublions pas que quand on est sur un poste comme celui-là, on est avant tout au service d'un projet politique. On travaille dans une collectivité territoriale, au service d'un projet déterminé par un exécutif politique en place. Et dans ce projet politique à l'époque, en 2015, eh bien, il y avait la culture comme une priorité. Elle l'avait été déjà évidemment sur les années précédentes. On était sur une sorte de continuum d'ambition. Et donc j'ai eu la chance d'avoir des moyens pour poursuivre le travail qui avait déjà été largement engagé, et pour continuer à structurer chacun des champs, comme j'ai pu le dire, et surtout à travailler le décloisonnement. Et c'est ça qui m'a été confié d'une certaine manière comme feuille de route, faire en sorte que les champs esthétiques, artistiques ou sectoriels travaillent mieux ensemble, que le spectacle vivant rencontre les patrimoines, que les arts visuels rencontrent le spectacle vivant, que la lecture publique soit beaucoup plus connectée à d'autres enjeux artistiques et culturels. Et tout cela, on l'a fait par des approches de territoire, en faisant émerger depuis
les bassins de vie des projets culturels de territoire, en impliquant largement les élus locaux, et notamment les élus intercommunaux, les intercommunalités notamment. On est après la loi NOTRe de 2015 qui qui fait bouger plutôt la carte de l'intercommunalité dans notre pays. Et donc on a des tailles critiques plus faciles pour faire pour responsabiliser des élus intercommunaux en milieu rural. Ça a été absolument passionnant. Et tout cela, bien sûr, en allant chercher aussi des ressources à la région, à l'État. Ça a été un travail d'assemblage, fait, assez fin, d'ingénierie et d'assemblage extrêmement passionnant. Et puis, avec l'enjeu d'embarquer, évidemment, l'équipe qui était placée sous ma responsabilité. Quand j'ai quitté le département, j'avais un peu plus de 120 agents publics sous ma responsabilité, sous services confondus. Voilà, donc en tout cas, ça a été passionnant. Et pour répondre vraiment à la question de finalement qu'est-ce qu'on ressent quand on dirige. Moi, j'ai ressenti une très très grande responsabilité, eu égard encore une fois à ce qu'avait été mon parcours. Et en déployant ces dynamiques de territoire, en faisant en sorte que l'action culturelle, que l'éducation artistique culturelle soit déployée au plus près des habitants, au plus près des territoires, dans toutes les écoles du territoire, dans tous les collèges, dans tous les lycées, eh bien, j'ai fini ma mission avec ce sentiment d'une sorte de contrat rempli, en observant bien, combien notamment la jeunesse bien, actuelle a davantage finalement d'égalité, d'accès à la question culturelle que dans des territoires davantage périurbains ou urbains. Voilà. Comme quoi, quand il y a du projet politique, de l'envie politique, eh bien, en matière culturelle, ça fait bouger des lignes. Donc vous avez aidé de futurs jeunes Ardéchois comme vous à l'époque à accéder plus facilement à la culture et à la musique. Je l'espère en tout cas. On a en tout cas créé les conditions. Voilà, c'est ça. Il y a quoi faire. Et donc vous êtes nommé par la suite en novembre 2022 directeur de l'autre canal. Comment se sont passées les premières semaines de votre arrivée à Nancy, à la fois personnellement et professionnellement? Ça fait un sacré saut, entre guillemets. Après 20 ans de travail sur le territoire des choix, 12 ans à la SMAC 07, 8 ans au département, j'ai fait le choix, effectivement, d'explorer l'Est. Vous n'êtes pas encore allé dans l'Est? D'explorer de nouveaux territoires, des ailleurs, en quelque sorte. Je ne connaissais absolument pas la Lorraine, je ne connaissais absolument pas Nancy, je n'en avais que de vagues représentations qui étaient relativement infondées. Donc je me souviens très très bien du premier jour où je suis arrivé à Nancy. J'étais venu dans le cadre de ma candidature à l'autre canal pour bien découvrir le lieu, faire connaissance avec l'équipe, découvrir la ville, avoir de premiers ressentis et rencontrer un certain nombre de partenaires de l'établissement. Et j'ai été extrêmement enthousiaste. Enthousiaste de découvrir une ville qui me correspondait dans sa taille, une taille humaine, de découvrir une ville d'une richesse absolument incroyable, notamment sur le plan patrimonial, architectural, de découvrir une ville très vivante, de découvrir une ville extrêmement dynamique à bien des égards, et de découvrir aussi finalement une ville très discrète, parce que, je le disais à l'instant, on en parle assez peu à l'échelle nationale, quand d'autres font beaucoup plus de bruit, alors qu'elles ont beaucoup moins d'atouts. Et j'ai découvert une ville extrêmement hospitalière. L'accueil qui m'a été réservé a été absolument fabuleux, et puis c'est confirmé quand j'ai été ensuite recruté et que je suis revenu régulièrement avant ma prise de poste et au moment de la prise de poste. Je crois que 2 ou 3 jours après ma prise de poste, on m'a dit que j'étais lorrain déjà. Quand en Ardèche, il faut 4 générations pour être ardéchois. Ça en dit long sur l'ouverture, encore une fois, et l'accueil qui peut être réservé ici sur ce territoire. Ça fait 3 ans désormais que je suis là. Alors, je continue, je ne vais pas vous mentir, à me sentir pleinement ardéchois. Par contre, je me sens aussi lorrain et je me sens
pleinement intégré et très heureux de vivre à Nancy, d'être un acteur par ailleurs culturel de la ville. Mais pour faire une petite parenthèse, c'est vrai que pas mal d'invités de mon podcast viennent d'ailleurs et ils tous disent la même chose. C'est peut-être par hasard que, quelles que soient les professions assez diverses, les gens trouvent une hospitalité lorraine assez forte et qu'assez rapidement ils ont des amis. Donc je suis content que vous confirmiez là, cette tendance que je dégage à travers certains épisodes. Alors l'autre canal reçoit à peu près, même plus, de 95 000 usagers et spectateurs par an. Vous devez gérer plus d'une vingtaine d'employés et un budget de plus de 3 millions d'euros. À quoi ressemble la journée type d'un directeur de salle ? 25 employés permanents aujourd'hui, 3,5 millions de budget sur les chiffres de l'année 2024. Au-delà de ça, on a beaucoup de personnel non permanent, beaucoup d'intermittents, beaucoup d'extras, une centaine. On a beaucoup de contributrices et contributeurs bénévoles. Bref, tout cela pour dire qu'effectivement, c'est une maison qui vit densément notre canal depuis ses origines, puisque c'est un établissement qui va tranquillement sur ses 20 ans, qui a été créé en 2007. La journée type d'un directeur de salle. On se demande, beaucoup de téléphones, beaucoup de mails, j'imagine, mais alors, toute cette matière humaine. La journée type n'existe pas en réalité. C'était pour expliquer votre métier. Et c'est ça qui est passionnant. En tout cas, quand on dirige cette maison, il y a une diversité de responsabilités. J'aime à rappeler, parce qu'on ne le sait pas toujours, que l'Autre Canal, c'est un établissement public. C'est un établissement public de coopération culturelle, EPCC. Ça veut dire que, en termes d'administration de l'établissement, eh bien, on est en dépendance de la puissance publique. Un EPCC, c'est administré par au moins 2 personnes publiques différentes. Ici, il y en a 3 depuis la création de l'établissement. Il y a la ville de Nancy, il y a la région et il y a l'État, le ministère de la Culture. Voilà. Donc ce sont ces 3-là qui administrent la maison conjointement et dans une logique de coopération politique. Donc en quelque sorte, c'est à ces 3 personnes publiques conjointes que je rends des comptes. D'accord. Voilà. Donc il y a ce travail de lien à ces institutions-là qui est important. Il y a un conseil d'administration composé d'élus ou de représentants du ministère qui siègent et qui évidemment administrent la maison en suivant l'avis de son équipe, le travail du direction, l'activité déployée. Donc moi, c'est un travail de reporting finalement très régulier, très étroit à ces structures publiques. Je suis en relation avec d'autres structures publiques qui ne font pas partie de la gouvernance, la métropole par exemple, le département. Donc voilà, il y a beaucoup de travail à la fois politique et technique avec le monde institutionnel, première chose. Il y a ensuite évidemment une responsabilité à l'endroit du portage du projet d'établissement. Quand on postule, on vient avec un projet qu'on défend et il a ensuite vocation à se mettre en place. Donc voilà, moi j'ai fait état au moment de ma candidature des intuitions que j'avais sur ce que je souhaitais pousser ou porter en termes de priorité pour la maison, notamment à l'endroit de la jeunesse, à l'endroit du mieux faire en matière d'action culturelle, du mieux faire à l'endroit des équipes artistiques du territoire, du mieux faire en matière d'action territoriale, du hors les murs de la maison, du aller vers, en matière d'action sociétale aussi, sur les enjeux écologiques, sur les enjeux d'inclusion, d'égalité, de citoyenneté. Bref, donc quand on a ces envies-là, il faut les mettre en place. Donc il faut organiser l'équipe pour que tout cela se déploie de la meilleure des manières. Donc il y a un gros travail RH pour que ces missions puissent s'ancrer, se déployer et prendre de l'épaisseur en quelque sorte. Donc beaucoup de travail à l'interne à l'endroit de l'équipe. Il y a beaucoup évidemment de responsabilités
budgétaire. Le budget, c'est bien sûr des contributions publiques, des subventions publiques, mais c'est aussi beaucoup d'autofinancement. Il est très très fort ici à Lot-Canal, provenant de la billetterie, provenant de notre débit de boisson, provenant de services rendus, notamment la location d'espace. Donc il faut assurer l'équilibre économique de la maison. Et en ce moment, je peux vous dire que on est dans un temps qui est plutôt en tension pour le secteur culturel, donc ça n'est pas facile tous les jours. Et puis il y a un gros travail ensuite d'implication dans les réseaux professionnels, dans les syndicats auxquels on appartient. Voilà, donc c'est tout cela qui compose mon quotidien. Alors évidemment, bien sûr, avec, vous le disiez, beaucoup de mails, évidemment de téléphones, mais aussi beaucoup de rencontres, dans le quotidien avec les collègues, beaucoup de rencontres avec des partenaires du territoire, beaucoup de rencontres avec d'autres structures culturelles de la région, d'autres structures culturelles de l'espace national, de l'espace européen aussi, puisqu'on coopère avec tout un tas de structures amies à l'échelle transfrontalière. Voilà, donc on s'embête pas, il y a une densité de responsabilités dans le quotidien qui finalement apporte un rythme, je parlais de densité, mais apporte un rythme qui est assez effréné, quoi. Voilà, faut tenir, mais c'est d'une richesse absolument extrême. Et je crois qu'en plus, non content d'avoir l'autre canal, vous allez même bientôt peut-être diriger, vous allez nous en parler, mais vous appropriez du moins une très belle salle juste en face, l'Octroi. Vous voulez nous en dire un mot ? Alors l'Octroi, c'est un tiers-lieu qui depuis 5 ans est géré par une association qui s'appelle l'OCA3, qui a déployé une belle activité, notamment à l'endroit de l'accompagnement de porteurs de projets qui sont dans le champ créatif. Voilà, donc on a des structures culturelles, entrepreneuriales qui viennent passer 3 ans sur site et qui, dans le champ de l'architecture, dans le champ des arts visuels, dans le champ graphique, dans le champ de la recherche, eh bien, viennent grandir professionnellement ici. Il y a d'autres choses qui s'y passent, il y a de l'événementiel, il y a de l'offre alimentaire. En tout cas, à partir du 1er novembre 2025 et jusqu'à la fin 26, on rentre dans une période d'expérimentation conjointe. C'est-à-dire qu'on se rapproche à la demande de la ville de Nancy. Pourquoi ? Parce qu'on est voisins, parce qu'on se touche en quelque sorte du point de vue géographique, là sur le quartier. On a une des halles que compose l'Octroi qui s'appelle la halle ouverte, qui est une sorte de trait d'union entre Lot-Canal et le reste du site de l'Octroi. Et en quelque sorte, quand pendant près de 85 ans sur le XXe siècle, on était sur un site industriel à l'endroit des abattoirs ici, qui fonctionnait en unicité de lieu, eh bien sur tout ce qui s'est passé en termes de rénovation urbaine, finalement, on n'a pas eu forcément de vision macro à certains endroits. Donc là, l'enjeu, c'est de sortir ces deux structures de leurs couloirs respectifs pour faire site. Faire site sur des enjeux évidemment culturels et créatifs. Donc on se rapproche et on va tester de premières expérimentations en forme de mutualisation pendant 14 mois. Le PCC, l'autre canal, récupère à cet égard la grande halle et la halle ouverte, avec l'enjeu d'une dynamisation d'accueil de structures associatives, de structures entrepreneuriales aussi. Voilà, l'enjeu, c'est d'avoir beaucoup de porosité avec le monde de l'entreprise. Bref, pour faire grandir cet endroit de ce quartier plutôt nouveau de la ville de Nancy, le quartier Rive de Meurthe. Ok, très bien. Très beau projet, c'est des très beaux endroits qui ont toujours été un peu vides. Moi, j'ai toujours connu ça un peu vide. C'est bien qu'ils soient un peu dynamisés par la suite. Alors, est-ce que vous auriez déjà vu dans votre vie un film ou une série qui raconte bien votre métier ? Alors, votre métier est très complexe, il y a pas mal de champs, mais est-ce que vous avez déjà vu quelque chose, un personnage qui ressemblerait à ce que vous pouvez vivre ?
Alors, je reviens à l'Ardèche, toutes mes excuses, Non, mais mais très bien. Claire Simon, la documentariste Claire Simon, a fait un épisode qui s'appelle Le Village, qui est sorti en 2019 et qui est absolument fabuleux, pour moi. Qui a une très très belle série documentaire et qui raconte l'aventure d'un village qui s'appelle Lussas, au sein duquel on a 40 ans d'histoire autour du film documentaire. Ok. Et elle a posé sa caméra dans la rue unique de ce tout petit village qui, à l'instar des grands studios d'Hollywood, eh bien, a réussi au bout de 40 ans à créer une véritable filière autour du cinéma documentaire. Il y a à peu près 40 structures aujourd'hui qui sont dans ce village, 40 structures professionnelles qui vivent et travaillent dans ce village. Et donc, cette série, elle nous raconte cela, et elle nous raconte notamment l'arrivée dans cette logique d'écosystème, dans cette filière-là, eh bien l'arrivée de Tank. Tank, c'est le Netflix du documentaire qui est né à cet endroit-là. D'accord. C'est une plateforme en ligne sur Internet qui est née à Lussas. Et donc, elle nous raconte toute cette histoire qui est absolument fabuleuse parce qu'on y croise les personnalités du village. À la fois celui qui a la responsabilité d'avoir fait grandir cette filière, qui était un amoureux du documentaire depuis très jeune, très grand visionnaire, ceci étant, et puis qui a convaincu en fait à peu près toutes les parties prenantes, le maire agriculteur qu'on voit dans le film, les viticulteurs de vin, les viticulteurs et les producteurs de vin qui sont sur le territoire, qui aujourd'hui font du vin nature et qui vendent leur vin au Japon. Bref, c'est toute cette communauté un peu à la fois très ancrée de néo-ruraux là, qui sont sous l'œil absolument fabuleux de Claire Simon. 20 épisodes, je ne sais pas si c'est disponible, mais en tout cas cette série-là, elle m'a marqué. D'accord, parce qu'elle raconte finalement une belle utopie. Elle raconte une histoire collective, celle d'un village extrêmement rural, mais très ancré dans son temps, très ouvert sur le monde, et qui encore une fois, explore le temps long, et puis ce combat finalement aussi pour que tout cela existe. Voilà. Bon, si vous ne voulez pas regarder les 20 épisodes, et la question était à double entrée, film ou série, là j'ai parlé de la série, cette même documentariste, Claire Simon, elle en a fait un film de cette série qui s'appelle Le Fils de l'épicière, le maire, le village et le monde. Qui est sorti en 2021 et qui, sur un format beaucoup plus court, on laissera les gens choisir en fonction de leur temps devant eux. Le fils de l'épicière, parce que tout est parti de ce fameux amoureux visionnaire de documentaire dont je parlais, Jean-Marie Barbe. Et c'était le fils de l'épicière, qui a commencé très jeune à prendre son caméscope et à filmer tout ce qu'il avait autour de lui. Et il a amené très 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 loin ce village qui résonne aujourd'hui dans le monde entier, notamment dans beaucoup d'espaces francophones. Bref, Lussas, dans le monde du documentaire d'auteur, c'est une référence absolue. Et c'est un village qui est à moins de 10 km de là où j'ai grandi. Voilà, donc j'en suis assez fier parce que voilà, je trouve qu'il est la synthèse finalement d'une grande diversité de parties prenantes, de ce temps long qu'il est nécessaire pour faire advenir des projets culturels. Voilà, l'autre canal ne s'est pas fait en un jour. Il y a eu beaucoup de tractations, d'échanges, de militantisme associatif, de décisions politiques avant qu'on puisse rentrer dans le bâtiment. Il y a une quinzaine d'années quasiment de temps préalable au fait d'avoir le bâtiment ouvert. Voilà. Alors, on va faire un peu de fiction. Si vous pouviez inviter n'importe quel artiste ou groupe en activité ce samedi
à l'autre canal. Vous choisissez lequel? Ah, N'importe lequel. quelle En ques- activité, hein. Quelle question Ah bah oui, mais bon, extrêmement faut difficile. faire des choix. L'autre canal, dans ses missions, a l'enjeu de faire découvrir des artistes, l'émergence. Donc je ferai une réponse qui porte sur une artiste qui n'est pas une artiste extrêmement connue, je pense, encore du grand public, en tout cas en France. C'est une artiste mexicaine. J'étais sûr que vous parleriez de cette Alors partie du monde. le Mexique, c'est un pays que je ne connais pas. Par contre, évidemment, qui a une histoire musicale extrêmement riche et avec, vraiment d'intérêt. Et il y a une voix aujourd'hui que je trouve absolument incroyable. C'est celle de Silvana Estrada. Elle a 28 ans et elle a un parcours déjà absolument incroyable. Elle est en tournée actuellement en Europe. Vous pourriez la voir presque. Elle est en Allemagne, en Suisse, en République tchèque, en Suède, en Norvège, bref, dans beaucoup de pays. Elle est passée en Espagne. Elle n'a pas fait de date en France. Elle nous tourne autour et elle n'est pas venue. Exactement. En tout cas, elle est pour moi le fer de lance d'un mouvement d'artistes féminines et indépendantes qui incarnent la musique alternative latino-américaine. C'est une très très belle figure. Elle a fait un premier album qui s'appelle Marchita qui est sorti en 2022, qui en tout cas qui est fabuleux, minimaliste. Elle est à la voix très souvent avec son quattro et voilà, je trouve que c'est une artiste fabuleuse qui s'inscrit dans d'autres très très grandes voix qui moi m'ont marqué, en tout cas à l'échelle de ce continent, notamment Chavela Vargas, une femme absolument incroyable, Mercedes Sosa ou Violeta Parra, voilà, Mercedes Sosa argentine, Violeta Parra chilienne, bref, voilà, j'ai fait le choix d'une femme qui est sur un segment de musique très particulier, qui est plutôt ancré dans les traditions de son pays, mais parce que dans ces pays-là, on a une transmission des musiques absolument phénoménale, et elle en est, je trouve, une voix, une belle voix de cette décennie. Vous pouvez nous redire son nom? Silvana Estrada. Très bien, je laisserai tout le monde aller écouter ça. Et maintenant, si vous pouviez revivre un concert historique que vous avez manqué, lequel choisiriez-vous? Ça ne va pas être simple non plus, mais... C'est une question impossible. Vous pourriez me dire les Beatles, par exemple, avec votre... Ils étaient déjà séparés, vous étiez même pas nés. Je vais faire là aussi un choix à contre-pied. Alors, je tiens à souligner que j'étais présent sur le High Story World Tour de Michael Jackson en 97. Il a fait 82 dates à l'échelle monde à ce moment-là, et moi j'ai été au stade Gerland à Lyon. Donc je ne peux pas dire ça parce que évidemment Michael Jackson a marqué ma génération. Vous l'avez fait donc. Et je l'ai fait. C'est fou. Donc vous n'étiez pas si loin en plus. Donc je peux pas parler de ce concert-là puisque je l'ai vécu. Ça a été en tout cas l'une des tournées les plus importantes des années 90. De mémoire, il y avait 240 tonnes de matériel, il y avait 2 avions gros porteurs, plein de matos, il y avait 40 semi-remorques sur la route. Bref, des effets spéciaux dans tous les sens. J'ai même le prix du billet encore en tête, 180 francs. Bref, je dévie. Qui était une fortune à l'époque. C'était une fortune, on était encore en francs. Rendez-vous compte. Et en tout cas, c'était un show avec des effets spéciaux, que je n'ai vu qu'une fois dans ma vie. Il y avait une scène de 70 mètres de large, c'était juste ahurissant. Bon, bref. Non, c'est pas là que je serais allé. J'ai parlé de Mercedes Sosa, qui est une voix absolument fabuleuse de l'Argentine. Je le disais tout à l'heure, l'Argentine est un pays que j'ai beaucoup exploré, y compris artistiquement et musicalement. Et alors qu'elle n'avait que 38 ans, elle a fait un concert, remarqué à New York en 73. Concert absolument minimaliste. Elle était seule sur scène avec son guitariste. Et c'est un concert qui a été enregistré. Et l'enregistrement s'est perdu en quelque sorte. Et il est sorti
fin d'année dernière. Ça a été une révélation absolument incroyable. C'est le meilleur concert pour moi de Mercedes Sosa. Ok. New York 73, au cœur de Manhattan. Grand concert. Voilà. Vous auriez aimé dans la salle. Je regrette de ne jamais l'avoir vue sur scène. Elle a disparu. Elle a disparu, oui. Elle a fait le tour du monde okay. avec ses chansons et j'aurais aimé la voir. Ça a été une grande activiste au-delà d'être une grande artiste. Elle a souffert évidemment de la dictature militaire, elle a été obligée de s'exiler. Elle est passée par la France notamment. Bref, cette femme-là, pour moi, est une immense artiste que j'aurais aimé voir et j'aurais aimé être là en écoutant ce disque-là ce soir-là de 73 okay. à New York. Très bien, très belle réponse. Est-ce qu'il y a une chanson qui vous met de bonne humeur le matin ou que vous écoutez pour vous motiver? C'est pareil, il faut en choisir une. C'est très dur d'en choisir une. Ou un album, on peut dire un album ou un artiste si vous voulez. Hein. Est-ce que j'ai droit à deux deux chansons? Allez, je vous l'accorde. Est-ce que j'ai droit à deux réponses? Alors, la première sur le titre, et encore une fois, pardonnez mon anglais, mais c'est un titre d'Idriss Muhammad, qui est un batteur absolument fabuleux. C'est un titre qui s'appelle Could Even Ever Be Like This. C'est un titre complètement décomplexé, complètement fou, qui dure 8 minutes. C'est un voyage absolument incroyable qui passe du rock psyché, de la disco, de la funk, très dance floor aussi par moments. Bref, écoutez ce titre-là, okay, il est incroyable. Si on traduit le titre, ça dit le paradis pourrait-il être comme ça? Et c'est un titre d'un album, là aussi très ancré dans les années 70, qui est sur l'album Turn This Mood Out, qui est sorti en 77. Voilà. Okay. Et s'il y a un deuxième album, je suis 2 ans plus tard, j'ai l'impression d'être un... Des vieilles références, tout ça, quand même. D'être très loin dans l'histoire. Mais en fait, c'est une décennie absolument incroyable, ouais. Fabuleuse. Quoi. L'autre, c'est moins un titre, c'est plus un disque. C'est l'album Solid State Survivor de Yellow Magic Orchestra. Okay. 79, on est au Japon. Le Yellow Magic Orchestra, c'est un groupe incroyable, précurseur de la musique électronique, synth-pop, voilà, qui a vraiment été pionnier. Cet album-là, il s'est vendu, si je dis pas de bêtises, à 2 millions d'exemplaires. Et il y a des titres, mais qui donnent une pêche, une patate, un groove, un beat incroyable, quoi, voilà, okay. Qui transforme vraiment le monde. On est dans du bruitage, dans des sonorités de jeux vidéo. En tout cas, on a les premiers synthés analogiques. C'est absolument génial. Voilà. Ces deux-là. Ok. Mais vous aussi, vous nous faites beaucoup voyager parce qu'on est passé de tous les continents, on va au Japon. C'est bien, c'est pratique. Ça nous fait une belle playlist World Music. Alors, si on revient à Nancy, est-ce que vous avez un endroit préféré en 3 ans? Est-ce qu'il y a... Vous avez le temps de... Là aussi, réponse difficile. Ouais, je sais. J'aime bien avoir deux réponses. Les accords de 2, alors c'est parti. En bon ardéchois, j'aime à la fois l'eau et j'aime le relief. Okay. Pour l'eau, c'est le quartier Rive de Meurthe. Ouais. Parce que j'y travaille professionnellement parce que j'y vis. Et je trouve que c'est un lieu extrêmement apaisé, très inspirant. Et donc, je ne me lasse pas de parcourir ces rives de part et d'autre, au nord, au sud, voilà, en tout cas okay. Cet espace autour de l'eau. Et puis l'autre endroit, c'est celui où on prend un peu de champ, de distance, et où on va contempler la ville avec un peu de hauteur, c'est la Cure d'Air. Ah oui. La Cure d'Air, qui est un lieu, je trouve, là aussi, qui fait du bien, qui a son histoire assez incroyable, qui se mérite, et puis voilà, qui a encore son héritage de vergers, ouais. D'arbres fruitiers plantés. Et puis je trouve que c'est une manière, il y a un point de vue qui est assez remarquable, quoi. Donc voilà, ces deux endroits, il y en a plein d'autres au cœur de la ville, évidemment, mais ces deux-là me parlent plus que les autres.
Alors ça va être encore plus difficile parce que je vous ai demandé votre endroit préféré ailleurs dans le monde. Alors là, par contre, c'est très clair. Bon. Il n'y a qu'une réponse, c'est Buenos Aires. Ah bah voilà, j'étais sûr. Voilà. Je les sentais arriver. Buenos Aires, c'est une ville qui ne s'arrête jamais, qui ne dort jamais, où toutes les expériences ou presque sont possibles, Ok. et où en fait on est en découverte permanente parce que on ne elle est tellement grande, c'est un tiers de la population argentine, Ah oui. c'est la deuxième aire urbaine la plus grande du continent sud-américain après Mexico. Bref, en fait, on a l'impression de découvrir sans cesse. Ok. On passe d'un quartier à un autre, c'est fabuleux. Voilà, Ok. Buenos Aires, j'espère y finir ma vie. Oh, bah c'est un beau projet de vie. Et si vous pouviez avoir tout de suite sans effort une compétence particulière, laquelle prendriez-vous? Ah là là. Je crois qu'il y en a une en fait, ça serait le fait d'être polyglotte. Ah, Vous avez oui. vu mes qualités en anglais. Oui, mais c'est peut-être meilleur en espagnol, non? Oui, alors pour le coup, j'ai effectivement un meilleur niveau en espagnol, mais j'ai eu la chance de l'apprendre finalement en voyageant. Oui. Et ça a été bien meilleur que dans le champ scolaire, que dans le cadre scolaire. Mais non, mais en tout cas, j'aimerais avoir beaucoup plus de facilité pour parler Ok. plusieurs langues. Et si j'avais en cité quelques-unes au-delà de l'anglais, il y aurait l'arabe, Ah oui. il y aurait l'hindi, parce que j'ai parlé de mes voyages en Inde et j'aurais aimé pouvoir parler beaucoup plus Oui, d'accord. avec les personnes que j'ai croisées. Et puis il y aurait le Guarani, certainement aussi, qui est une langue, la langue des Amérindiens, D'accord, ok. qui continue d'être Ah parlée, bon? pleinement parlée D'accord. dans le nord de l'Argentine, au Paraguay notamment, dans le sud du Brésil aussi. C'est une langue pleinement vivante et qui, je trouve, a des sonorités absolument incroyables. Vous aurez le temps de l'apprendre quand vous vivrez en Argentine. Plein d'autres aussi, évidemment, mais celle-là, en tout cas, en première ligne. Très bien. Est-ce qu'il y a une routine, habitude ou manie, moment qui fait du bien à votre corps? Le travail m'accapare beaucoup, mais je prends des moments de respiration pour aller nager. Voilà, et ça, c'est une récurrence Ok. dont j'ai besoin. D'accord. Alors c'est peut-être la même, mais est-ce que il y en a une autre qui fait du bien à votre esprit? Euh, je dirais plutôt que ça va être celle de la lecture. Ok. Alors une lecture plutôt ciblée, celle de la presse. D'accord. J'ai besoin d'être à jour Ok. concernant la marche du monde. Voilà, j'ai besoin de savoir ce qui se passe dans ce monde qui est si grand, si vaste et à la fois si petit. Oui. Voilà, donc je lis quotidiennement énormément pour voilà, être le plus à jour possible sur toutes ces questions-là, notamment géopolitiques. Voilà, donc j'aime beaucoup lire la presse. Et puis en élément de détente aussi qui me fait du bien, il y a la cuisine. Ah oui, ok. Voilà, qui est une sorte de passion cachée. Ok. Je crois que si j'avais eu à faire un autre choix professionnel, Ah, il aurait été à cet endroit-là. ok. Très bien. Et est-ce qu'il y en a une de manie dont vous aimeriez vous défaire? Oui, définitivement. Celle du perfectionnisme. Ah. J'avoue mes défauts. Hein, D'accord, voilà. oui, c'est ça, oui. Mais là, vous trichez parce que c'est un peu le cliché de dire mon principal défaut, c'est le perfectionnisme. C'en est un, en tout cas. Oui, pour voilà. vous, c'en est un. Mes collègues de travail pourraient en témoigner, et puis mes proches Ok. dans ma vie personnelle D'accord. tout autant. Ok, très bien. Et enfin, est-ce qu'il y a une chose à accomplir qui vous comblerait, vous apaiserait, à part finir vos jours en Argentine? Bah, c'est une belle, Ah oui, c'est c'est une belle magnifique. perspective, Oui, n'est-ce oui. pas En tout cas, y passer du temps. Être à la tête d'un petit resto, je Ah, me quand disais, même, avec ok. peu de tables, mais un espace qui prenne le temps d'une belle cuisine Ok. et qui prenne surtout le temps d'un bel accueil. Voilà, ça, je crois que ça serait une chose qui me comblerait. Est-ce qu'il y aura un espace pour la musique? Évidemment, je Oui. crois que ça partirait d'une cuisine totalement musicalisée, Ok. Ah. inspirée des grands artistes euh, qui ont fait ce siècle, qui font ce siècle et qui ont fait le précédent. Entrer en politique aussi, pourquoi pas. Ah, ok. On vit des moments difficiles en politique et je crois que, je l'ai dit tout à l'heure,
on a les politiques publiques qu'on mérite, et qui sont portées par évidemment des hommes et des femmes qui définissent des projets en la matière. Et je crois que un jour, j'aimerais peut-être aussi être à cet endroit-là. Voilà, ça fait 3 options. Oui, c'est bien. Vous avez un champ professionnel qui s'ouvre à vous, qui est quand même très vaste, c'est bien. Voilà. Et puis la musique, on ne sait jamais. C'est qu'un jour vous y reviendrez et vous deviendrez chef, politique et musicien. Pourquoi pas. En Argentine. Inch'Allah. Merci beaucoup Sébastien. Merci à vous, c'était un plaisir. Merci pour votre écoute, j'espère que cet épisode vous a plu. Abonnez-vous à Fragment pour suivre les prochains et n'hésitez pas à laisser des commentaires ou à me proposer des questions pour de futurs invités. À bientôt!